Bon, vous avez bien mangé. Et là, vraiment, avoir le goût de faire un petit roupillon, mais que je vous surprenne. Tout le monde doit être concentré parce que les panels vont être super intéressants et c'est là que vous allez pouvoir intervenir et interagir avec les panélistes. Alors, comme vous le savez, l'après-midi est consacré à la présentation du guide d'élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques afin de décrire chacune des 5 étapes qui seront appuyées par des exemples concrets présentés par plusieurs conférenciers. Ce volet du programme sera animé par M. Philippe Lebel de la MRC Les Sources et accompagné de M. Goulvendi du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Philippe est biologiste de formation et a débuté sa carrière dans le domaine de l'aménagement forestier en terre privée. Il a aussi œuvré en concertation régionale à la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Montérégie-Est de 2011 à 2015. Depuis 2015, il occupe les fonctions de directeur de l'aménagement du territoire à la MRC des Sources en Estrie. Quant à M. Goulvendi, diplômé de maîtrise en biologie à l'Université Laval en 2005, il s'est spécialisé dans la conservation et la mise en valeur des milieux naturels. Son expérience porte tant sur la préparation de plans de gestion des milieux naturels que sur l'inventaire des composantes végétales, des habitats fauniques et des composantes hydriques des sites. Au sein de la Direction de la protection des espèces et des milieux naturels du ministère de l'Environnement, M. Di est responsable de la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques en accompagnant les MRC dans leurs responsabilités. Messieurs? Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup aux organisateurs de l'événement. C'est vraiment un honneur pour moi de venir présenter les panels de cet après-midi, d'être l'animateur des panels de cet après-midi. Donc, sans plus tarder, je vais, dans le fond, vous mentionner un peu la façon dont va fonctionner cet après-midi pour les panels. Donc, on a prévu 3 panels avec des experts qu'on a invités. Il va y avoir, là, ce qu'on souhaite de votre part, c'est une participation active. Ce matin, il y a eu quelques questions en fin de la matinée, mais on souhaite ici aller susciter un peu le dynamisme du public. On est quand même plusieurs personnes. J'imagine que vous avez plusieurs questions pour nos experts. Donc, comme je disais, il va y avoir une période, ils vont venir présenter de façon très courte. Chacun des experts va avoir 5 minutes top chrono, c'est ce que je leur ai mentionné. D'ailleurs, il y en a une qui rit ici, peut-être qu'elle va faire 6 minutes, pas plus. Donc, ils vont présenter, c'est un exercice qui est assez difficile de synthèse, c'est clair, mais par la suite, il va y avoir une période de questions dirigées, juste pour mettre la table pour des questions. Puis ensuite, je vais solliciter toutes les 400 personnes et les personnes aussi en région à avoir des questions pour nos experts. Donc, ce que je vous demande, dans le fond, la première chose, c'est d'être dynamique, d'être animé, puis d'avoir des questions. Mais je vous demande aussi de la discipline. Dans le fond, comme d'habitude, Mme Michaud vous l'a mentionné, parlez proche du micro. Les 2 micros sont ici dans la salle. Poser une question. Je comprends qu'il peut y avoir un commentaire, un préambule, mais poser une seule question, ça va faciliter aussi la tâche aux panélistes. Puis, de vous nommer aussi, si possible, puis de nommer peut-être la personne à qui s'adresse la question, si elle est dirigée vers une personne. Donc, je vous demande aussi une discipline. Il va y avoir une pause vers 15 heures, puisqu'on va avoir beaucoup bougé, on va vouloir prendre une pause. De respecter le temps aussi pour qu'on puisse finir la journée, parce qu'il y a un cocktail qui nous attend à la fin de la journée. Donc, pour ceux qui, c'est leur intérêt pour ce qui est de la journée. Donc, je vois que c'est le cas ici chez certaines personnes. Donc, la première table ronde, panel A, dans le fond, sera composé de Goulvendi et de moi-même. Donc, on va lancer le bal des différents panels. Goulven nous fera une rétrospective du guide sur les plans régionaux, puisque l'après-midi, c'est ce qu'on souhaite faire, décortiquer le guide étape par étape. Puis ensuite, on va sauter à la préparation à l'amorce, donc à l'étape 1. Donc, Goulven va aussi faire le pont sur cette étape-là du guide. Ensuite, je vais présenter un exemple concret de concertation, d'amorce à la concertation régionale pour les plans régionaux, donc une expérience qu'on a vécue en Montérégie-Est. Donc, sans plus tarder, j'accueille M. Goulvendi à venir prendre la parole pour la présentation du guide. Merci. Merci, Philippe. Bonjour tout le monde.
Fait que moi, mon intervention consiste en fait à vous faire des petites capsules sur les différentes étapes du guide d'élaboration des plans régionaux, se séparer en 3 capsules. Et pour commencer, comme le disait si bien Philippe, je recommence à réintroduire les plans régionaux et aussi les orientations que le ministère a pris dans la rédaction du guide avant d'arriver dans la première étape qui est l'amorce et la préparation de la démarche. Et pour commencer l'après-midi, je vous propose une définition des plans régionaux, en fait, que je vais vous lire tranquillement, avec plusieurs mots-clés mis en gras. Ça va vous donner un peu une synthèse de ce qu'est l'exercice, que je sais déjà que beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont lu le guide et l'ont bien en tête, mais je pense que ça va nous aider à bien commencer l'après-midi. Alors, les plans régionaux, le plan régional, c'est un document de planification qui vise à conserver les milieux humides et hydriques d'intérêt sur le territoire d'une MRC, tout en favorisant, sans l'oublier, un aménagement durable et structurant. Il repose sur un état de situation et sur l'analyse des enjeux, d'un côté, de conservation des milieux humides et hydriques, mais aussi des enjeux tant urbains que ruraux. Il est réalisé par une MRC ou un regroupement d'MRC, et le plan comprend une réflexion stratégique suivie d'un plan d'action et de mesures de suivi. L'élaboration d'un plan régional, il ne faut pas l'oublier, c'est un processus itératif. Donc là, on rentre dans la première mouture des plans qui vont être rédigés, élaborés pour le futur. Donc c'est cette première étape-là. Et le plan donc, devrait être révisé à l'intérieur d'un délai de 10 ans. 10 ans, c'est le maximum. C'est possible de le réviser en avance si la MRC le désire. Et enfin, le plan régional doit être approuvé par le ministre. D'ailleurs, pour être approuvé, le plan régional doit respecter les 3 grands principes qui sont énoncés dans l'article 14.4 de la loi sur l'eau. Le premier qui est assurer une gestion intégrée des ressources en eau, de la ressource en eau par bassin versant. Le deuxième qui est tenir compte des enjeux liés au changement climatique. Et le dernier, non le moindre, favoriser l'atteinte de l'aucune perte nette des milieux humides et hydriques. Je vous précise, je vais aborder des notions en lien avec ces 3 principes-là tout au long de mes 3 capsules. Quant au territoire d'application des plans régionaux, qu'est-ce que dit la loi? La loi mentionne que le plan s'applique dans les territoires à l'extérieur des terres du domaine de l'État. Donc c'est tout le domaine privé du Québec, municipalisé, que vous voyez ici en orange. Donc c'est assez frappant de voir que dans le sud du Québec, l'ensemble du territoire des MRC est impliqué dans le plan régional, c'est bien sûr, mais plus on monte vers le nord, notamment comme sur la côte nord, le territoire d'application est réduit aux municipalités le long de la côte. Ce qui réduit quand même de beaucoup le territoire d'application de ce plan-là vis-à-vis des limites administratives de la MRC. Ce que la loi disait, la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, le ministère devait publier en juin 2018, donc l'année dernière, un guide portant sur l'élaboration des plans régionaux de milieux humides et hydriques, ce qui a été fait. Donc ce guide-là est publié depuis le mois de juin l'année dernière. Et avant d'entreprendre l'amorce ou l'étape 1 du guide, je voulais vous présenter un peu les orientations qu'on a prises pour rédiger ce document. Premièrement, c'est bien évident, il se devait être cohérent avec la loi sur l'eau, toute la série d'articles 15, mais aussi d'autres articles connexes aux travaux sur les plans régionaux. Donc on a décortiqué la loi, on a fait ressortir tous les mots-clés pour faire en sorte que l'exercice qu'on vous propose dans le guide, ou toute la démarche, soit cohérente avec la loi et rencontre toutes les exigences aussi légales relatives à cet exercice-là. Martin Joly vous l'a dit ce matin, le guide se veut un document évolutif et non figé dans le temps. C'est sûr qu'on ne voulait pas publier quelque chose qui devienne désuet au bout de quelques années, donc d'où son caractère évolutif. On voulait que ce document-là soit aussi le reflet des connaissances actuelles et puis des méthodologies porteuses de succès, notamment pour l'identification des milieux humides et hydriques d'intérêt sur le territoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une bonne ouverture dans le guide à faire en sorte que vos plans rencontrent vos exigences méthodologiques et non juste une seule, unique au Québec. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, évolutive parce que aussi, dans le cadre de la mise en place de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, qui reste
un gros morceau, on peut le dire comme on peut le dire, un gros morceau de casse-tête qui est la publication du programme favorisant la restauration et la création des milieux humides et hydriques. Ce programme-là est prévu d'être publié d'ici juin 2019, comme le mentionne la loi. Et c'est sûr qu'il y a des liens à faire avec ce programme-là et l'exercice des plans régionaux. Donc le guide probablement méritera une certaine mise à jour à ce niveau-là quand on connaîtra notamment les critères d'acceptabilité des projets pour actionner un montant d'argent et réaliser la restauration sur le terrain. Et pour soutenir le caractère évolutif du guide, il y a une page internet dédiée au plan que vous pouvez consulter, qu'on met aussi à jour, où on publicise certaines choses. La démarche se veut adaptée aux réalités régionales, ça c'était très important pour nous. On voulait que toutes les dynamiques spécifiques de chacun des territoires puissent faire partie en fait du document. Donc on s'est demandé comment faire valoir toutes ces dynamiques-là à travers les plans régionaux. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'ils soient ouverts à ça. Il y a 101 plans régionaux qui vont nous être déposés d'ici 2022. C'est autant dire 101 réalités particulières qui devront transparaître dans ce document-là et qui vont faire partie de l'amorce aussi de la réflexion des enjeux sur le territoire et de comment vous allez aborder cet exercice-là. Donc l'approche repose sur un diagnostic environnemental. La MRC partage l'analyse de son territoire sur la base de thématiques définies dans le guide que je vais vous exposer durant tout cet après-midi. Puis, je vous ai mis des images, mais c'est sûr qu'une MRC avec des grands pôles urbains, des MRC plus rurales, côtières ou agricoles ou forestières, toutes ces réalités-là feront partie des plans et seront intéressants à faire valoir et seront surtout pris en considération. Enfin, une démarche, une des orientations du guide aussi, c'est de focuser sur les milieux humides et hydriques, c'est bien certain, mais il y a aussi une ouverture à ce que le plan régional soit un plan de conservation intégré, donc de l'ensemble des milieux naturels, mais de façon volontaire. C'est-à-dire que l'exigence est liée aux milieux humides et hydriques, mais si vous voulez inclure l'ensemble des milieux naturels dans votre analyse, dans votre diagnostic, on ne vous le refusera pas, bien au contraire. Je pense que vous avez une certaine économie d'échelle à faire cet exercice-là. Il y a eu des exemples très porteurs ce matin, notamment celui de la MRC de Drummond. Mais les critères d'analyse seront essentiellement ciblés sur les milieux humides et hydriques. Donc, le guide, lui, propose l'élaboration d'un plan régional en 5 étapes. La première, qui est la préparation et l'amorce de la démarche, dont je vais vous discuter dans quelques diapositives. Mais rapidement, pour le reste de l'après-midi, il y a l'étape 2 et 3, qui sont le portrait et le diagnostic des milieux humides et hydriques. Ça fera l'objet du panel B, juste après ce panel. Et enfin, après la pause, on parlera de l'étape 4 et 5, que sont l'engagement de conservation et la stratégie de conservation de la MRC vis-à-vis des milieux humides et hydriques. Donc ça, c'est le panel C. Ça clôturera la journée. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc première étape du guide et de l'amorce ou de l'élaboration des plans régionaux, c'est le départ, c'est le tout départ. C'est, je pense, de notre avis, c'est une étape importante, stratégique, dans laquelle la MRC devra définir ses besoins, les besoins qu'elle aura besoin pour la planification de son exercice. Et comment évaluer ces besoins-là? C'est l'idée où la MRC devra s'approprier cet outil-là pour qu'il lui soit utile. Ce n'est pas de répondre à une exigence légale, encore une fois, mais c'est surtout de profiter de l'occasion pour avoir une réflexion territoriale, comme on l'a vu encore une fois avec 2 exemples très, très intéressants ce matin. On a-tu des problématiques qu'on peut atténuer, régler en conservant certains milieux sur notre territoire? Donc, c'est de conjuguer la conservation des milieux humides et hydriques avec des enjeux du territoire qui peuvent être la protection des lacs, l'approvisionnement en eau pour la consommation, pour l'agriculture, les inondations en zone habitée, la biodiversité. Il peut s'agir aussi pour une MRC qui connaît une forte croissance démographique et économique avec son plan améliorer la prévisibilité de son développement. Donc, ça peut être un des objectifs visés par le plan. Puis une fois que la MRC identifie ses besoins, ses objectifs, il y a un plan de travail qui est élaboré, mais dans le fond, ces objectifs-là guideront la prise de décision tout au long de l'exercice. La première étape comprend également la mobilisation des parties prenantes à la consultation.
Une consultation qui est très claire dans l'article 15.3 de la loi sur l'eau, qui dit que la MRC doit consulter les OBV, donc organismes de bassin versant, les tables de concertation régionale, les creux et ainsi que les MRC voisines dans le même bassin versant. Tout ça pour, dans le fond, respecter l'un des 3 grands principes d'élaboration d'un plan, qui est assurer une gestion intégrée de la ressource en eau par bassin versant. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette consultation-là? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Puis comment assurer ce principe-là? C'est sûr que la meilleure gestion de l'eau aujourd'hui, c'est reconnu, la ressource en eau, c'est à l'intérieur de son bassin versant. C'est le mode de gestion qui a été établi par le ministère depuis 2002, depuis l'adoption de la politique sur l'eau. Donc c'est l'unité géographique la plus adéquate pour évaluer les problématiques en lien avec cette ressource. Et donc c'est bien évident qu'il y aura un arrimage à faire entre le travail des MRC et le travail notamment des OBV sur le territoire. Donc ça c'est une figure qui permet de mieux comprendre les responsabilités de tout et chacun. La loi sur l'eau, qu'est-ce qu'elle dit? Elle sépare la planification ou la gestion de la ressource en eau en deux secteurs ou en 2 types de planification. La première qui est par unité hydrogéographique, donc celle des bassins versants, donc qui est une échelle relativement large qui peut intégrer 10 ou 15 MRC, des fois un peu moins, mais c'est à grande échelle, disons. Et la planification régionale qui est celle de la MRC, donc à l'intérieur de ses limites administratives. L'organisme de bassin versant, lui, à travers une table de concertation qui regroupe des acteurs de l'eau, mais du milieu municipal, économique, environnemental, agricole, à travers lesquels les MRC peuvent être représentés, sont invités à être représentés. Donc les OBV élaborent un plan directeur de l'eau qui, lui, précise les objectifs en matière de conservation de la ressource en eau. Ça, c'est le travail des OBV en concertation avec le milieu municipal. De l'autre côté, il y a la planification régionale et la MRC, les nouveaux exercices des plans régionaux qui sont établis donc, à l'intérieur d'une échelle beaucoup plus fine des limites administratives. Ce plan régional-là doit être fait notamment avec une consultation des organismes de bassin versant, TCA, etc. Mais lui, ce plan-là, vient préciser les objectifs, il vient identifier les milieux humides et hydriques présentant un intérêt pour la conservation. Donc il y a comme un dialogue qui doit s'instaurer entre ces différents types de planification-là à différentes échelles pour arriver à l'atteinte d'un des principes qui est donc assurer une gestion intégrée de la ressource en eau par bassin versant. Puis pour finir, la première capsule sur la préparation et amorce de la démarche. On pense bien fort, d'ailleurs ça a été mentionné à plusieurs reprises plus tôt ce matin, que le processus de consultation gagne à être élargi, à peut-être une concertation, et à l'ensemble des acteurs du milieu. On pense aux acteurs du milieu agricole, forestier, acteurs économiques, etc. Et on vise par cette concertation-là un meilleur consensus, adhésion des acteurs et un meilleur atterrissage aussi du plan au niveau de sa mise en œuvre. Donc on pense que ces ateliers de concertation-là peuvent enrichir et surtout améliorer l'adhésion de tout et chacun aux conclusions de ce plan-là. Donc ça met fin à ma première capsule. Je vous reviendrai un peu plus tard. Merci. Merci Goulven. Donc, comme je l'ai mentionné, je voulais aussi démarrer ce panel-là aussi en vous présentant un exemple concret d'amorce, comme de l'étape 1 qui était présentée, une amorce à la concertation sur les milieux humides et hydriques. Une expérience professionnelle que j'ai vécue dans mon ancien emploi en Montérégie-Est, lorsque j'étais à la CRE, à la Commission régionale sur les ressources naturelles et territoires. Puis je pourrais dire, là, personnellement, puis aussi professionnellement, que c'est une expérience qui m'a permis de plonger dans ce qu'était l'aménagement du territoire, puis à me dire que dans mon futur emploi, c'est ce que je souhaite faire. Je sens que, entre autres pour ces milieux-là et pour plein d'autres problématiques, les schémas d'aménagement, les MRC, les compétences des MRC, ce niveau-là est un niveau très intéressant pour avoir un impact sur le territoire. Puis, je suis très heureux parce que par la suite, j'ai eu la chance très rapidement d'avoir un poste de directeur d'aménagement à la MRC des Sources. Donc ça, c'était à mon niveau personnel. Puis cette expérience-là m'a permis même à la MRC des Sources là, de ramener tout l'aspect des milieux humides et hydriques puis de le présenter aussi au conseil, qui a été assez enrichissant. Donc, ce qu'on a fait en Montérégie-Est, grosso modo, on était rendu à l'étape d'un outil d'aide à la décision
pour la protection et la prise en compte des milieux humides. C'était pas l'étape ultime, on voulait aller plus loin, on parlait même de stratégie, mais on y a été pas à pas. Donc ça, c'est un aspect intéressant, c'est un aspect important à retenir dans la concertation. On ne force jamais personne à s'asseoir autour d'une table. Il faut que les gens soient toujours à l'aise, étape par étape. Donc ça, c'est une des premières leçons qu'il faut retenir aussi en concertation. On n'attache personne, même s'il y a une loi en l'arrière qui nous dit il faut que vous meniez ce projet-là à terme, ça peut plutôt retarder les choses si on ne respecte pas le rythme de croisière des autres organisations qui participent à la concertation. Puis les milieux humides, comme d'autres sujets, peuvent être assez sensibles. Je vais le dire d'emblée, la démarche qu'on a faite à Montérégie-Est, dans son contenu, elle n'a rien d'original. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait? Il scrape un peu sa présentation en disant que c'est pas original. En fait, son originalité, puis là, c'est en rétrospective, son originalité, je trouve que c'est dans la concertation, puis d'où provenait aussi le besoin de se doter d'un outil d'aide à la décision. Dans le cas de la Montérégie-Est, parce que c'en est fait partout, là, des exercices de priorisation de milieux d'intérêt. Dans le cas de la Montérégie-Est, ça provenait des MRC, ça provenait du milieu de l'aménagement. Donc, c'était une volonté, si on veut, de la base d'aménagement du territoire, de se doter d'une vision pour ce qui était des milieux humides. Dans le fond, il faut retourner aussi à pourquoi c'est devenu un besoin pour le milieu, pour les MRC, de se doter de ce plan-là. Petite historique, le ministère de l'Environnement avait demandé à une MRC, que je nommerai pas, dans le fond, d'intégrer un milieu humide qui provenait d'une négociation, d'un certificat d'autorisation, de l'intégrer au schéma d'aménagement, donc d'intégrer la compensation à la pièce du milieu humide. Pour ceux qui connaissent les aménagistes de la Montérégie-Est, savent très bien que la réaction a été assez vive, OK? De toutes parts. Pas nécessairement que le milieu humide, c'est pas important, c'est pas ça. C'est que, ce qu'on venait de dire, dans le fond, c'est que les schémas peuvent être modifiés à la pièce, alors qu'en aménagement du territoire, c'est une planification. On ne fait pas ça à la pièce. Il faut avoir une vision sur la chose. Donc, d'intégrer une lourdeur administrative, ils voyaient venir la pratique là, au ministère de l'Environnement qui allait gonfler puis qui était, selon eux, pas la doctrine de l'aménagement du territoire, pas ce qui était une vision d'aménagement. Donc ça, c'était un premier point de départ. Il faut le dire aussi, dans le fond, puis je pense que le ministère de l'Environnement va être d'accord avec ça, la loi sur les qualités de l'environnement n'est pas une loi d'aménagement du territoire. C'est une loi qui a un impact sur l'aménagement du territoire, ça on s'entend, mais ce n'est pas une loi d'aménagement du territoire, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le mentionne d'avoir une vision globale sur tous les sujets, peu importe, ils ont tous leur importance. Les milieux humides ne sont pas plus importants, si on veut, pour, qu'on pourrait dire, le monde agricole, l'urbain. Toutes les fonctions de territoire sont importantes, autant faut-il s'en donner une vision sur le territoire. Puis les milieux humides, du côté des MRC, je pense qu'on pouvait réaliser que ce n'était pas tout à fait le cas, qu'on n'en avait pas développé une vision. Puis autant le ministère de l'Environnement il était d'accord avec le fait qu'on ne pouvait pas intégrer à la pièce des milieux humides dans les schémas. De leur côté, je pense qu'il y a un certain mea culpa de la part des MRC, c'est de dire qu'il faut qu'on se dote d'une vision pour les milieux humides. Donc, pour vous expliquer le contexte de la Montérégie-Est, Montérégie-Est, c'est 9 MRC, 107 municipalités, une communauté métropolitaine. Ça, c'est juste pour administrativement. Mais là, on pourrait rentrer aussi des contextes, le contexte fluvial, le fleuve Saint-Laurent, contexte agricole aussi, les basses terres du Saint-Laurent, les contreforts des Appalaches et le secteur plus montagneux, vraiment, des Appalaches qui se rapproche plus de l'Estrie. Les organisations du territoire, 3 OBV, 2 TCR, plusieurs organismes de conservation, des forestiers, des gens du monde agricole, donc une panoplie aussi de personnes. Vous voyez un peu tout le défi de concertation que peut susciter un aussi gros projet, dans le fond, de prioriser les milieux humides sur un gros territoire aussi vaste. C'est pour ça qu'il fallait respecter, donc comme disait une des personnes à la table de concertation, il ne faut pas se triper la botte, il ne faut pas aller trop vite en concertation. Puis, pour ceux qui font de la concertation, savent aussi que la concertation, c'est pas une démarche qui est linéaire, qui va toujours bien, puis on sait très bien où est-ce qu'on va arriver au bout de la ligne. Il peut arriver en cours de concertation des éléments perturbateurs. Donc, les journaux aiment beaucoup les titres un peu punchés, donc jugement dévastateur contre le ministère de l'Environnement. Pour ceux qui ont suivi un peu toute la notion là, faite autour de la loi 132, savent que c'est un peu démarré de là. Mais, en quelque sorte, c'est peut-être l'événement que tout le monde attendait. S'il n'y avait pas eu ce jugement-là, on ne serait peut-être pas ici
à discuter de mise en œuvre de la loi 132, donc d'intégration maintenant d'une vision sur les milieux humides et hydriques. Donc c'était peut-être aussi, même si c'est venu perturber un peu les colonnes du Temple, autant le ministère de l'Environnement que la concertation, je pense que c'était aussi l'événement qu'on attendait, puis ça l'a pas, on n'a pas cessé. On s'est dit, on va continuer à aller de l'avant. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de la connaissance, puis on va approcher aussi les élus. On va leur mentionner dans quoi est-ce qu'on s'embarque, puis pourquoi on le fait, parce qu'on savait que le ministère allait réagir de toute façon avec quelque chose. On ne savait pas quoi, mais on s'est dit au moins la Montérégie-Est va être prête. Donc, quand on parle des milieux humides, comme souvent, on peut avoir la crainte qu'auprès de nos élus, c'est quelque chose de sensible, je ne veux pas nécessairement l'aborder, mais si on aborde plutôt ça sur la base des principes, je pense que toute concertation est possible. Puis les principes, bien, dans le fond, en aménagement, des principes qui peuvent nous guider, bien, on pourrait penser à la qualité de l'eau, l'approvisionnement en eau pour nos populations, protection de la biodiversité, récréotourisme et les villégiatures, sécurité civile. Je pense que personne ne peut être contre la vertu. En quelque sorte, si on part de ces principes-là, on peut avancer puis en avoir une vision de nos milieux humides. Ce qui nous a permis, premier aboutissement de l'exercice, qui n'a pas été complété, mais premier aboutissement qui n'était pas le moindre, d'arriver dans le fond à une priorisation de nos milieux humides qui avait une importance pour les services écologiques. Oui, le résultat est important, mais je trouve vraiment, dans la partie amorce, la démarche aussi peut nous en apprendre beaucoup. Certainement, cet outil-là est perfectible. C'est un outil qui date de 2014, même des connaissances ont continué à évoluer, mais c'était déjà un bon point de départ. Puis, les MRC, on s'était dit, les MRC pourront reprendre ça à leur échelle, puis raffiner, s'ils veulent, la méthode. On n'était pas encore dans comment l'opérationnaliser, mais au moins on avait un outil d'aide à la décision en se disant il y a des milieux qui ont une importance pour la Montérégie-Est si forte qu'on ne peut pas se permettre de les perdre. Puis, ce qui est intéressant aussi de cet outil-là, puis je m'en suis rendu compte aussi par après, même lorsque j'étais plus à la CRE Montérégie-Est, l'outil a été ramené même en commission parlementaire, pour ceux qui aiment suivre les commissions parlementaires, sur la loi 132. Je trouvais ça intéressant. L'outil qu'on avait produit continue à être vivant. Donc, il a été amené par un membre de la table de concertation en disant c'est possible que plusieurs MRC puissent se concerter pour faire un plan. Donc, quelque chose qui a été ajouté à la loi, c'est cet aspect-là. Donc, on peut dire qu'il y a eu une certaine part d'influence. Je ne dis pas tout, là, mais je dirais qu'il y a quelqu'un qui s'est dit que ce serait intéressant d'ajouter ça à la loi 132. Puis, je vais compléter, dans le fond, ma présentation, le show de la Montérégie-Est à mes fonctions actuelles d'aménager ce territoire d'une MRC en particulier, une MRC en Estrie. Donc, dans mon emploi actuel, dans le fond, rapidement, j'ai eu, là, j'étais dans les sujets agricoles, résidentiels, conformité au schéma d'aménagement très administratif. J'apprenais à être aménagiste. Puis est arrivée, dans le fond, une question du conseil, en fait, de ma direction. On avait demandé, dans le fond, au conseil de la MRC, d'appuyer un projet de cartographie détaillée des milieux humides. Puis, mon directeur a dit, t'as un premier test pour mon aménagiste, il va aller vendre cette idée-là. Puis, ce sera un oui, ce sera un non, on verra. Donc, j'ai pris ça, puis là, j'ai repris mon expérience de la Montérégie-Est, puis j'ai approché le conseil. Puis, plutôt que de leur demander, devrions-nous obtenir la cartographie détaillée des milieux humides, ma recommandation, ça a plutôt été... pouvons-nous nous permettre de ne pas l'obtenir si nous souhaitons nous développer de façon optimale. Puis là, je prends un exemple qui m'a permis d'approcher le maire, puis d'en avoir comme un appui aussi pour cette démarche-là de cartographie détaillée des milieux humides. Donc, on est ici une municipalité en assuré, c'est des zones industrielles. Celle au sud, donc en bas de l'acétate, celle au sud était remplie, puis souhaitait une expansion de ces secteurs industriels, donc ça fait très longtemps. C'est un peu une relation, vous savez, entre des municipalités un peu compétitrices. Une municipalité a plus d'industriels. Bien, moi aussi, j'en veux plus. Deux municipalités quand même assez proches, mais un peu aussi en compétition sur ces aspects-là. Presque 100 hectares de zones industrielles qui ont été exclus à la CPTAQ. Ensuite, il y a eu changement au schéma d'aménagement, intégration au schéma, modification de la réglementation et tout. Puis ça ne s'est pas rempli depuis 15 ans. Puis pourquoi? Mais je lui ai montré la carte des milieux humides. Je lui ai montré, écoute, c'est parce qu'il manquait quelque chose d'une analyse. C'est vrai qu'on était proche d'une route très passante où il y a un bon débit de circulation. C'est vrai qu'on est éloigné des secteurs résidentiels pour une zone industrielle lourde. C'est intéressant, mais il manquait un aspect. C'est celui des milieux humides qui était présent, puis aussi des territoires mal drainés, même s'ils ne sont pas cartographiés milieux humides.
Donc, lorsqu'on parle d'économie et tout ça, le manque, manquer une opportunité en économie, c'est, on peut dire, perdre de l'argent. Mais ça, c'est une opportunité qui a été manquée pour une municipalité. C'est 15 ans de démarche complètement inutile. Donc, le maire a tout de suite dit, oui, il nous la faut, la cartographie détaillée des milieux humides. Donc, on n'avait pas non plus un historique très fort au niveau de l'environnement et tout ça, mais c'est en train de changer beaucoup, surtout si on les approche aussi de la bonne façon. Donc, ce qui nous permet, ce qu'on avait comme information sur les milieux humides, c'est qu'on n'en avait que 1% sur notre territoire, mais la réalité est tout autre. Avec la cartographie détaillée, on se rend compte qu'on était à 12%. Mais encore là, 12%, c'est 0,5, 0,3 hectares et plus. On peut en avoir des plus petits, mais du moins, ceux qu'on peut cartographier avec photo-interprétation, c'est ce qu'on a sur notre territoire. Donc, c'est pas la panacée, c'est clair, c'est juste un début. On n'est pas aussi avancé que d'autres MRC. On n'a pas encore entamé les démarches pour le plan régional, mais du moins, avec cette connaissance-là, on est déjà assez en selle pour aller de l'avant. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, oui, vous pouvez applaudir. Vous voyez, c'est très bien.